Salut tout le monde, c'est Déromic. Après 1 an et demi, les intersaisons reprennent. Ça pourrait être super cool, mais je suis un peu embêté. En fait, j'ai un problème avec le système des animés de la saison. Je vous explique. Au début de cette saison, j'avais prévu de vous parler de Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, ou littéralement, en français, un pervers ne rêve pas de sa senpai en costume de lapin. Explicite. A la base, Seishun Butayaro, c'est un light novel de Hajime Kamoshida, un auteur que j'aime beaucoup vu qu'il est à l'origine du très bon Sakurasu wa Pet na Kenojo, dont je vous conseille chaleureusement l'adaptation animée. C'est un véritable cas d'école sur comment faire du bon slice of life avec des enjeux prenants et une vraie trame narrative. Enfin, Seishun Butayaro nous raconte donc l'histoire de Sakuta Azusagawa, un lycéen dans un lycée, qui va se retrouver mêlé à plusieurs manifestations d'un phénomène appelé le syndrome de l'adolescence. Des sortes de petites situations paranormales qui vont toucher les gens de son entourage, notamment Sakurajima Mai, une élève dans la classe au-dessus de lui. Et c'est pas un ecchi. Si jamais c'était votre raison de ne pas regarder l'animé, je sais parce qu'avec le titre et l'affiche un petit peu voilà, mais c'est pas un ecchi. Vous pouvez y aller, c'est safe. Enfin voilà, c'est un titre qui avait piqué mon intérêt depuis quelques temps, et franchement, j'ai pas été déçu du tout. L'animé est vraiment bon. Et ça pour deux raisons. Déjà, sans surprise venant de l'auteur de Sakurasu, les interactions entre les personnages sont aux petits oignons. Vraiment, les répliques sont naturelles et fluides et ça donne à l'animé un vrai sentiment d'authenticité. C'est difficile à décrire, mais les personnages de Seishun Butayaro ont une manière très réaliste de s'exprimer. Les répliques et le jeu des doubleurs ont quelque chose de très vrai et marquent d'une intention de restituer une sorte de langage commun, spontané, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et c'est bien parce que ça a pour effet de crédibiliser les personnages et leurs actions, et ça nous permet de nous attacher plus profondément et plus intimement à eux. Voilà, une phrase à ne pas ressortir de son contexte. Ça me rappelle un petit peu les films de Satoshi Kon, comme avec Tokyo Godfathers ou Millennium Actress, qui sont justement très plaisants à regarder grâce à ce côté authentique des personnages, autant dans leurs répliques que dans leurs actions. C'est d'ailleurs une qualité à souligner d'autant plus que c'est quelque chose qu'on voit finalement assez rarement dans l'animation japonaise, qui a plus tendance à avoir des répliques un peu plus théâtrales et mélodramatiques, quitte à en faire un peu trop. Ici, on reste dans la simplicité, et ça marche, d'autant plus que les personnages de Seishun Butayaro sont également très bien écrits. Si tous se rattachent à un archétype clair, chacun garde sa part de profondeur et d'originalité. En soi, les clichés sont présents, mais on ne tombe jamais totalement dedans. L'animé est ainsi plaisant car il a compris les codes de son genre et arrive à jouer avec pour renforcer son récit et créer de la surprise chez le spectateur. C'est un peu le My Hero Academia des Slice of Life en fait, si on veut. C'est quelque chose qui se voit particulièrement bien avec la structure narrative de l'œuvre, qui en soi peut se résumer à un enchaînement d'arcs narratifs de quelques épisodes, chacun s'intéressant à une nouvelle fille de l'entourage du protagoniste. De Haruhi Suzumiya à Yamada Kun and the Seven Witches, en passant par Charlotte, Death Alive et Nisekoi, c'est le schéma classique des Slice of Life tournant autour de la comédie romantique un petit peu haremesque. Ça permet une progression efficace et l'introduction d'un grand nombre de personnages tout en gardant un fil conducteur. Toutefois, si Butayaro suit lui aussi cette structure typique, il n'hésite pas à la moduler et à jouer avec nos attentes, comme par exemple en introduisant des personnages qui ne servent pas tout de suite, ou en amenant ses arcs dans des situations inattendues, donnant ainsi à son histoire un agréable sentiment de fraîcheur et d'originalité. L'anime ne cherche donc pas à briser les codes de son genre, mais à les utiliser de manière intelligente pour nous produire une histoire de qualité. Et j'en suis très content. Seishun Butayaro, c'est un bon slice of life qui me fait aimer les animés de la saison. C'est une de ces petites perles qui a tendance à se perdre dans la masse au fil des années. Ces animés pourtant très bons, mais pas suffisamment pour marquer le public sur un long terme, qui au bout de quelques temps finissent par tomber dans l'oubli. Rokujuma no Shinyakusha, Ikamusume, Absolute Duo, des animés comme ça qui valent le coup d'être vus sans être des chefs-d'œuvre pour autant, il y en a à la pelle. Et malheureusement, souvent la seule manière de les découvrir, c'est de les regarder pendant qu'ils sortent. Et c'est ça la force actuelle du système de diffusion d'animés. Cette capacité qu'il a à placer sous les projecteurs, ne serait-ce que pour quelques mois, des productions très plaisantes qu'on n'aurait sinon jamais pensé à regarder. Enfin voilà, malgré toutes les critiques très pertinentes qu'on peut faire au système de saison d'animé, je pense que c'est également important de parler des bonnes choses que celui-ci peut nous apporter, comme on a pu par exemple le voir avec Seishun Butayaro, qui est un très bon animé que je vous recommande chaudement. Et voilà qui termine donc ce 3e épisode d'Intersaison, j'espère que ça vous a plu,
et à la prochaine. Voilà, j'aurais pu terminer la chronique là, comme ça, sur une note positive et tout à fait correcte. Sauf que cette saison, il y a également eu l'adaptation de Goblin Slayer, un animé que j'attendais avec impatience, et je vais rien vous cacher, j'ai été très déçu. Goblin Slayer, c'est à la base un light novel de dark fantasy écrit par Kumo Kyagu, qui raconte l'histoire de Goblin Slayer, un aventurier stoïque qui n'a qu'une seule obsession, celle d'éliminer des gobelins. Autant qu'il le peut, tous si possible. L'histoire suit donc un enchaînement de quêtes dans lesquelles lui et ses compagnons vont affronter toujours plus de gobelins dans des endroits de plus en plus dangereux. J'ai personnellement découvert la licence au travers de son adaptation en manga, et il faut le dire tout de suite, c'est vachement bien. Directement, ce qui frappe, c'est l'ambivalence du personnage de Goblin Slayer, que l'histoire présente comme un monstre froid et taciturne, mais qui garde tout de même un côté profondément humain. Si Goblin Slayer se montre d'une cruauté choquante dans la manière dont il décime ses adversaires, il est également quelqu'un d'amical, qui tient à ses amis plus que tout. Un contraste que le manga arrive à faire ressortir à la perfection, au travers de son trait et de sa mise en scène, qui, ensemble, parviennent à donner au personnage cette aura profonde et dangereuse, le rendant si fascinant. L'histoire est également très plaisante, le manga sait comment faire alterner les moments de comédie et de drame, laissant ainsi à la narration le temps de respirer. En soi, la comédie renforce l'empathie qu'on a envers les personnages, ce qui augmente par la suite la tension dans les moments dramatiques. On s'est attaché au héros, on n'a pas envie qu'il meure. C'est simple, mais efficace. Pour tous ces éléments, Goblin Slayer, c'est donc un excellent manga qui se trouve parmi ce qui se fait de mieux en matière de dark fantasy actuellement. Par contre, pour ce qui est de l'animé, c'est une autre histoire. L'adaptation animée de cet automne n'est pas foncièrement mauvaise, mais elle est clairement décevante. Premièrement, je trouve que le rythme est bâtard, les épisodes ont tendance à s'éterniser en dialogue et expédient l'action beaucoup trop vite. De plus, l'animation est monotone, les scènes dramatiques manquent de tension et la mise en scène est générique. Là où la force du manga c'était cette ambiance sombre et pesante qu'il arrivait à instaurer, ici tout est mou, désagréablement lent, et on perd totalement ce côté fascinant qu'avait le personnage de Goblin Slayer. Privé de sa mise en scène, il apparaît juste comme un personnage lisse et pas très intéressant. D'ailleurs également sur ce point, je tiens à dire, j'aime bien la CGI, je cautionne son utilisation parce que je pense qu'il est possible de faire de grandes choses avec. Mais là, utiliser un modèle 3D une fois sur deux pour Goblin Slayer, je cautionne pas, désolé. S'il y avait une manière de défoncer l'impact visuel d'un personnage, c'est celle-là. Voilà, vous l'avez trouvé. Putain, genre sérieusement, regardez le marché et dites-vous que c'est le personnage principal. Au secours! Alors bien sûr, dans les faits, mon avis est biaisé parce que je peux pas m'empêcher de comparer la planche du manga à la scène d'animation, ce qui est quelque chose de très difficilement comparable, mais c'est justement censé être ça, le travail d'une bonne adaptation, de comprendre les forces du manga qu'elle adapte, et de mettre à profit les différentes possibilités de son média, pour justement retranscrire ces dites forces, et voir en ajouter de nouvelles. Et c'est absolument pas ce que fait l'anime Goblin Slayer. Et malheureusement, c'est pas le seul dans le même cas, et c'est pour ça que j'aime pas les animés de la saison. Le système actuel de diffusion d'animés est effarant. Alors que la précarité des animateurs augmente au point que la profession se voit de plus en plus qualifiée d'esclavage moderne, l'industrie continue de saturer le marché par une diffusion constante de titres aux deadlines de production de plus en plus courtes. Sérieusement, plus de 60 animés diffusés chaque saison! Vous vous rendez compte de la pression et de la concurrence que ça met sur les studios ? Non mais c'est le contraire d'une industrie saine. En plus d'être néfaste pour les personnes qui travaillent dans le milieu, cette saturation entraîne fatalement une baisse générale de la qualité des œuvres, qui souffrent d'un manque de temps et de personnel qualifié. C'est clairement le cas de Goblin Slayer, qui n'a visiblement eu ni les délais ni la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser ses ambitions. Comme beaucoup d'autres, l'anime n'est ainsi plus qu'une production passable, faite à la chaîne, dans l'unique but de donner, pendant quelques mois, un coup de projecteur à l'œuvre originale. Et ça m'énerve, j'aurais vraiment aimé que l'anime Goblin Slayer soit un grand animé, qui aurait réussi à retranscrire cette ambiance sombre et sans pitié qu'il y a dans le manga et le light novel, et ça en y ajoutant la touche de spectaculaire qu'il y a dans l'animation. Et je pense que ça aurait été totalement possible si l'anime n'avait pas eu des contraintes de production si excessives. Si notre système de diffusion était différent, alors on aurait eu un meilleur animé. Au final, si le système de saison d'animé comporte plusieurs points forts,
Il possède cependant de sérieuses lacunes propres aux problèmes actuels de la Japanimation. S'il ne faut donc pas le rejeter en bloc, je pense qu'il est important de le remettre en question et de s'interroger sur une manière de l'améliorer. Plusieurs solutions sont possibles. On peut par exemple penser à ce que fait Netflix, qui ouvre de nouvelles possibilités de diffusion et de financement plus avantageuses pour les studios. Alors certes, c'est pas parfait et ça durera encore sûrement pas très longtemps, mais l'offre qu'il propose a le mérite d'être une initiative louable dont on peut très bien s'inspirer pour la suite. L'important dans tout ça, c'est de ne pas considérer les structures qui nous entourent comme des piliers inamovibles, mais au contraire comme des systèmes changeants sur lesquels, en tant que citoyens, nous avons une influence. Bon, pour l'animation japonaise, c'est vrai que notre influence en tant que public occidental est encore assez restreinte. Mais tout de même, avec la mondialisation et la démocratisation de l'animation japonaise à l'international, il semblerait que le public occidental ait de plus en plus son mot à dire. En fait, cette vidéo est plus une invitation au débat. C'est avant tout à vous que revient la parole sur ce genre de sujet. Du coup, eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous avez, vous aussi, ou même pas peut-être, des problèmes avec la manière dont sont produits et distribués les animés, et si peut-être vous avez des solutions, mais même fantaisistes, eh bien à ces problèmes. À notre niveau, l'important c'est le débat. L'échange et le discours sont toujours des étapes primordiales du changement, et comme je dis souvent, les bonnes idées ont tendance à remonter la chaîne de production. Je vous invite donc à exprimer votre avis dans les commentaires, et même plus généralement autour de vous. Posez-vous des questions, faites vivre le débat, et vive la révolution! Voilà qui clôture donc ce 3e épisode d'intersaison. Pour la saison prochaine, je vous conseille à vous intéresser en premier lieu à l'adaptation animée de Tate no Yusha no Nariagali, un animé dont j'ai déjà parlé dans la partie 3 de Disserte 13. C'est un isekai sur lequel je suis assez mitigé, mais qui reste tout de même un titre intéressant. L'autre titre qui a piqué mon intérêt, c'est Boogie Pop wa Wara Wanai. C'est perturbant, je sais pas si je prononce bien ou pas en fait, mais... Un animé du studio Madhouse, qu'on aime beaucoup par ici, qui a l'air de jouer un petit peu avec le surnaturel et les histoires de Shinigami dans un monde moderne. Le trailer montre un vrai travail sur l'animation et la mise en scène, et personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Sur ce, c'était Théromique qui vous parlait pour ce 3e épisode d'intersaison. J'ai très hâte de discuter avec vous dans les commentaires, et sinon, eh bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que 2019 sera une année fructueuse pour vous, et sinon, eh bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!